Bonjour, je m'appelle Maryse Farjas, je suis conseiller formation continue et référente handicap au JPFTLV de Bourgogne. La dernière fois, nous avons vu le handicap au sens large, avec les obligations qui lui sont attachées, et notamment le droit à la compensation. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les troubles cognitifs en formation. Alors, les fonctions cognitives. Pour comprendre ce que sont les troubles cognitifs et les compenser, il faut déjà rappeler ce que sont les fonctions cognitives. De quoi parle-t-on ? Les fonctions cognitives, par processus mentaux, notamment le traitement de l'information, nous permettent d'acquérir des connaissances et de réaliser toutes nos actions. Elles sont également à la base des mécanismes d'interaction entre un individu et son environnement. Alors, les grandes fonctions cognitives sont l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives et les fonctions instrumentales. Les grandes fonctions cognitives interagissent et quelquefois on prend l'une pour l'autre. Par exemple, on dit qu'on perd la mémoire parce qu'on oublie tout, alors qu'en fait il s'agit de troubles de l'attention et non de troubles de la mémoire. Seuls des tests spécifiques réalisés par des professionnels permettront de détecter l'origine du trouble et son intensité. Les facteurs influençant les performances cognitives. Le sommeil et les pathologies influencent la qualité des apprentissages. Mais les facteurs psychologiques, psychiques, également influencent les performances cognitives. La frontière entre le cognitif et le psychique est parfois étroite, mais les deux ne sont pas synonymes. Le psychique concerne la pensée, alors que le cognitif concerne des processus cérébraux. Les troubles cognitifs, la loi de 2005, dans sa définition du handicap, a distingué explicitement les fonctions cognitives des fonctions physiques, sensorielles, mentales et psychiques, permettant ainsi leur reconnaissance comme un handicap à part entière quand elles sont défaillantes. On dit que c'est un ensemble de signes cliniques susceptibles d'affecter les processus de la mémoire, du raisonnement, de la compréhension et du jugement. Il y a des degrés de gravité variables par leur multiplicité et leur cause. Ils peuvent être congénitaux ou acquis au cours de la vie, et certains troubles sont consécutifs à d'autres. Par exemple, la dysorthographie est souvent consécutive de la dyslexie, alors qu'il s'agit de troubles différents. Et quand un trouble cognitif est remarquable, cela nécessite forcément des aménagements. Alors, quels sont les troubles les plus fréquents ? Il y a des troubles fréquents et quelquefois qui sont très discrets, mais c'est extrêmement important de pouvoir les repérer. Donc on va d'abord avoir les troubles de l'attention. Le stagiaire décroche, il s'endort, il n'est plus vigilant, on dit qu'il n'est pas tout à fait là. Il y a également les troubles de la mémoire, donc là c'est une difficulté à stocker une information pour la traiter ensuite, mais également des difficultés à comprendre une consigne qui serait longue ou complexe. Il y a les troubles des fonctions exécutives, c'est donc la difficulté avec la flexibilité. Le stagiaire se sent incapable de modifier son comportement, ses habitudes, et il ne se remet pas en cause. Et puis, il y a les troubles des fonctions instrumentales. Donc, c'est des difficultés à programmer le bon geste, à lire ou à s'exprimer. La concentration est une attention soutenue et durable à la tâche, et l'attention est le prérequis de nos fonctions cognitives. Alors, voyons plus en détail les troubles de l'attention. Comme nous l'avons vu précédemment, l'attention est la base des fonctions cognitives. L'attention sous-tend les fonctions cognitives. Elle est multiple. Elle est sélective, parce qu'elle est focalisée sur un objet, une action ou une personne. Elle est divisée parce qu'elle permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps, comme on pourrait conduire et parler, par exemple. Elle est soutenue parce qu'elle s'exerce dans la durée. Et elle est contrôlée lors des apprentissages, par exemple. En cas de trouble de l'attention, il est conseillé de faire plusieurs pauses par séquence plutôt qu'une seule pause plus longue. Il est conseillé également de fixer des objectifs à atteindre par séquence. Et puis de respecter et faire respecter le vivre ensemble pour éviter les parasites à l'attention. Mais il faut également expérimenter, sortir du cadre pour mieux y retourner, afin d'attirer l'attention et de donner l'intérêt à ce que l'on fait. L'autre trouble important, ce sont les troubles de la mémoire.
Il y a plusieurs mémoires avec des rôles différents. La mémoire sémantique, c'est un peu ce qu'on sait sans savoir qu'on l'a appris. Elle peut s'améliorer, mais elle ralentit en vieillissant. Par exemple, on sait que Rome est la capitale de l'Italie. Il y a la mémoire épisodique ou autobiographique. Plus l'événement est important pour moi et mieux je le retiens. Il y a la mémoire procédurale, c'est la mémoire du geste, l'automatisme des savoir-faire. Par exemple, on ne se souvient pas de son identifiant, mais dès qu'on est face à son clavier, il revient automatiquement. Il y a la mémoire de travail, c'est donc la capacité de faire une tâche inversée et donc de segmenter le souvenir de la tâche. La mémoire à long terme, c'est la capacité illimitée sur du long terme. La mémoire à court terme, c'est la mémoire immédiate et c'est un stockage temporaire de l'information. La mémoire fonctionne en 3 étapes. Il y a l'encodage, le stockage et la récupération. En cas de trouble de la mémoire, il va falloir veiller au contexte, segmenter l'information, utiliser par exemple des textes à trous pour faire apprendre, automatiser les apprentissages ou les restitutions. On sait qu'on encode plus facilement ce qui a une charge émotionnelle forte. On restitue mieux dans le même contexte. Donc on va décomposer l'activité pour permettre d'apprendre étape par étape en segmentant. Le test à trous va permettre d'apprendre ce qui est important sur du long terme et on va automatiser. Ce qui a été automatique ne s'oublie pas et revient en situation. Voyons ensuite les troubles des fonctions exécutives. Ce sont des troubles discrets, parfois à l'impact important en formation et au travail. Ça va être une difficulté à s'adapter à l'environnement et à ces changements. Il va y avoir une inhibition et des difficultés à enclencher l'action. La programmation ou la planification va être compliquée pour l'apprenant. Le rétrocontrôle est défaillant. L'analyse du travail est difficile. Alors que faut-il faire ? Eh bien, il faut amener le stagiaire à prendre conscience de ce qui se passe et d'envisager un accompagnement renforcé ou du tutorat renforcé. Et il faut également stimuler régulièrement. Ce qui est important également, c'est de poser des mots sur ce qu'on constate. Il faut le plus possible confronter la personne au réel, au cas par cas, pour qu'elle compose et qu'elle envisage des compensations. Voyons maintenant les troubles des fonctions instrumentales. Il y a les troubles du langage, l'aphasie, la dysphasie, la dyslexie. La dyslexie fait partie des troubles neurodéveloppementaux et elle est très présente. Il y a les gnosies, ce sont des troubles de la reconnaissance, visuelle, auditive, olfactive. Ce sont des difficultés à s'orienter dans l'espace et les distances. La personne pense avoir des problèmes de vue parfois. Il y a également les praxies, ce sont des difficultés de programmation et de coordination des gestes. On se montre maladroit, on n'arrive pas à réaliser des gestes fins et précis. Les facteurs émotionnels et psychiques ont une grande incidence sur les fonctions instrumentales. Voyons maintenant la particularité de la dyslexie. La dyslexie, c'est un déficit d'automatisation de la lecture. Le diagnostic est posé par un orthophoniste s'il y a un retard de la lecture après 18 mois d'apprentissage. Bien sûr, le diagnostic peut être posé beaucoup plus tard. La conscience phonologique est présente dès le CE1. Alors, des troubles de la compréhension d'un texte et des troubles de l'orthographe peuvent parfois s'ajouter. Et on dit que 3 à 6% des adultes seraient concernés par la dyslexie. L'efficience intellectuelle est préservée et la dyslexie peut être associée à un déficit de la mémoire de travail, à des troubles de l'attention et à des troubles visuels. Mais ce sont des troubles cognitifs différents. Alors, la conduite à tenir, c'est de limiter la prise de notes, de transmettre des photocopies en Arial, si possible, interligne 1.5 et sans justification du texte. Il faut limiter les doubles tâches. Il faudra privilégier l'oral, aérer les supports visuels et attention à préserver l'image de soi. Ne pas trop corriger ou reprendre. Laisser plus de temps. Éviter de faire lire et surtout à voix haute. Je vous suggère pour ça de lire le guide d'accompagnement et de pédagogie innovante handicap cognitif et psychique qui a été réalisé par Sciences Po avec le soutien de la GFIP et du FIP. Maintenant, nous allons voir les leviers d'action en formation. La cognition est un processus en mouvement, s'ajustant sans cesse. Il est donc nécessaire
de privilégier un cadre structuré, de limiter les parasites, le bruit, les mouvements, de faire des pauses régulières, de permettre aux stagiaires concernés de changer de position, être debout plutôt qu'assis, alterner, fixer des objectifs à court terme, réaliser des séquences de travail courtes, relayer à l'équipe pédagogique ce que l'on observe et sensibiliser le collectif de travail. Un diagnostic précis ne peut pas être posé par un formateur, il faut absolument que ce soit un spécialiste qui fasse une évaluation neuropsychologique. Une personne atteinte de troubles cognitifs peut bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle a le droit à des aides, à la compensation et à des aménagements en formation, en certification et en emploi. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouverons le mois prochain pour parler de l'accessibilité. Au revoir.